L'assurance vie, le fameux produit préféré des Français ou plutôt celui des banquiers. Dans cette vidéo, on va voir ensemble si c'est vraiment intéressant pour toi. Parce qu'après avoir aidé plus de 1000 débutants et intermédiaires à se lancer en bourse, à optimiser leur placement, je peux te dire une chose, c'est qu'on est loin de la fameuse solution magique qu'on te vend. Que ce soit pour tes enfants, pour toi, pour diversifier, pour préparer un projet futur, on va voir ensemble si c'est vraiment fait pour toi dans cette vidéo. Et notamment, qu'est-ce qu'une assurance vie? Quels sont les avantages, ses inconvénients? Et je t'ai même gardé un exercice à la fin pour savoir si tu dois garder ou fermer ton assurance vie. Donc accroche-toi parce que dans cette vidéo, je vais te parler de vérités qu'on oublie très souvent de te dire en agence. On est parti. Déjà, c'est quoi une assurance vie? Une assurance vie, à ne pas confondre avec une assurance décès, d'accord? C'est un support d'investissement. C'est une enveloppe en gros, comme le PEA et le compte titre. Donc tu vas pouvoir, dans cette enveloppe, acheter deux types d'investissements. Tu vas pouvoir acheter ce qu'on appelle des fonds euros, ok, et des unités de compte. Les fonds euros, en gros, c'est principalement des obligations, d'accord? Ça va être des obligations, des bons du trésor, etc. Et ça va être un placement à capital garanti, c'est-à-dire un placement sans aucun risque. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle des unités de compte, donc c'est là que tu vas avoir des actions, des ETF, des SCPI, etc. etc., etc. Je t'ai mis un graphique d'ailleurs que j'ai trouvé sur Clearly qui montre la répartition actuelle entre les fonds euros et les unités de compte, et on voit qu'on est relativement proche du 50-50. Okay, donc c'est une enveloppe qui est connue pour ses avantages fiscaux, notamment sur la succession, mais pas que, on nous en parle énormément. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 40% des ménages en France qui ont une assurance vie, 40%. La majorité d'ailleurs des banquiers vont conseiller cette enveloppe, mais est-ce que c'est vraiment dans ton intérêt à toi? Okay, donc on va débunker un peu tout ça, les différents arguments utilisés justement par les banquiers et qu'on entend très souvent sur l'assurance vie, et on va voir si c'est vrai ou c'est pas vrai, ou si c'est à nuancer. Le premier de ces arguments, c'est que l'assurance vie te permet de diversifier. Okay, elle permet d'investir dans plein de produits financiers différents. Des fonds euros, des SICAV, des SCPI, des actions, des FCPR, etc., etc., etc. Honnêtement, il y en a énormément. Et en théorie, c'est vrai. D'accord? C'est pas un mensonge, c'est factuel. C'est une enveloppe qui a un panel de types d'investissement possible qui est extrêmement intéressant. Sauf que, en réalité, tu as la possibilité de trouver des placements qui sont équivalents, voire plus intéressants de ton côté. Je t'ai mis quelques exemples, d'accord? Les fonds euros, par exemple, en fait, tu peux tout simplement investir dans des obligations ou des bons du trésor sur ton compte titre. Les SICAV, tu vas pouvoir acheter des ETF, ok? Donc c'est le même principe et c'est moins cher. Alors il y a des ETF sur assurance vie, mais factuellement, il n'y en a pas énormément, d'accord? L'offre d'ETF sur les assurances vie est très 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 basse. Il n'y a que sur ton compte titre que tu vas pouvoir avoir énormément d'ETF. Les SCPI, tu n'es pas obligé de les acheter à travers une assurance vie. Tu peux les acheter dans une assurance vie ou tu peux les acheter en perso, d'accord, en faisant d'ailleurs du levier, ça peut être très intéressant. Mais tu as un autre type d'investissement qui ressemble au SCPI, qui s'appelle les REITs, ok? C'est l'immobilier. C'est de l'immobilier coté en bourse et c'est très intéressant et c'est historiquement beaucoup plus rentable que des SCPI. Les actions, donc les actions, là, les actions cotées, on sait que les actions sont les actifs les plus rentables historiquement, du moins depuis 200 ans. Mais là, clairement, tu auras beaucoup plus de choix sur un compte titre que sur une assurance vie. Et les derniers, les FCPR, ça va être des fonds de private equity, ok? Et là, tu vas pouvoir toi-même investir dans ces fonds-là. Et je vais en parler justement. On va prendre cet exemple-là, les FCPR. Les FCPR, c'est des fonds qui te permettent d'investir dans du private equity. Donc en gros, c'est des entreprises qui sont non cotées. La bourse, c'est des entreprises cotées. Total, L'Oréal, LVMH, etc. Le private equity, c'est les entreprises qui sont non cotées. Donc justement, elles peuvent derrière se coter en bourse ou pas. Okay, il y a énormément d'exemples. Enfin, généralement, les entreprises que nous on connaît, c'est des entreprises qui sont non cotées, d'accord, les petites entreprises. Sur le papier, c'est génial parce qu'en fait, le private equity, c'est une classe d'actifs qui est rentable, d'accord, très rentable sur la durée, en fonction des périodes qu'on prend, etc. Ça peut aller entre 10, 12, 14%, voire même plus par an. Donc c'est très intéressant. Par contre, c'est pas liquide, etc. Donc pourquoi pas investir dans ces fameux fonds de private equity. Le problème, comme d'habitude, c'est que c'est bourré de frais sur l'assurance vie. Et je t'ai pris les frais qui sont tirés d'un site qui s'appelle Ramify, d'accord? Ça, c'est les frais de FCPR en moyenne, les frais moyens. C'est pas toujours le cas, mais en gros, c'est la moyenne. Les frais d'entrée, environ 5% du montant investi. Les frais de gestion annuelle, entre 3 et 4% par an de gestion. 3 et 4% par an. Les frais de sortie, là ça va dépendre des fonds et après tu vas avoir d'autres types de frais qui seront variables sur la performance. Par exemple, s'il y a une énorme plus-value, on va prendre quelques frais supplémentaires. Et donc là tu te dis, d'accord, donc en fait si moi j'investis,
en quelques années, finalement, mon capital, il va vraiment se réduire, puis réduire, puis réduire, parce que c'est énorme, en fait, d'avoir des frais aussi élevés. Alors que, en fait, tu vas avoir d'autres possibilités. Typiquement, pour le private equity, déjà, tu peux investir dans des entreprises comme SoFund ou Tudigo, ok. Mais tu peux aussi investir dans des actions d'entreprises qui gèrent ces fonds-là. Je te prends l'exemple de Blackstone ou de KKR. KKR, par exemple, a fait 21% depuis 14 ans. Ok, 21% par an depuis 14 ans. Donc c'est juste des exemples, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle va faire 21% par an les prochaines années, pas du tout. Mais c'est juste pour te donner des exemples qu'en fait, si tu, tu ouvres tes chakras, entre guillemets, et tu te dis, bah ouais, en fait, moi je suis intéressé par le private equity, c'est quoi la meilleure manière d'investir en private equity en économisant un maximum de frais? Parce que je rappelle que si tu veux de la performance, d'accord, je sais pas pourquoi j'écris en majuscule, mais c'est juste pour l'exemple, il va falloir optimiser les frais et la renta, d'accord? La renta, on y pense souvent au niveau de la performance, ça paraît logique, mais ce qu'on oublie souvent, c'est les frais. Et l'assurance vie, tu verras qu'il y aura beaucoup cette notion de frais. Ok? Donc ça, c'est déjà pour le premier argument. Donc oui, c'est vrai, l'assurance vie permet de diversifier, mais elle n'est pas obligatoire pour diversifier. Et il y a d'ailleurs plein d'autres manières de diversifier de manière beaucoup plus efficiente. Le deuxième argument, c'est que les fonds euros sont des placements garantis. Et moi, j'ai envie de protéger mon argent, et donc là, c'est garanti, je risque rien. Contrairement à l'investissement dans des actions sur un PEA, un compte titre, par exemple. Ça aussi, c'est vrai en théorie. Ça, c'est factuel. Les fonds euros sont des placements qui sont liquides, donc ça veut dire que tu peux les retirer quand tu veux, et garantis. Okay, sauf que c'est un placement qui est de moins en moins rentable. Là, je t'ai pris un graphique d'un site qui s'appelle Financero. Tu vois que le rendement annuel des fonds euros, il est passé de 6,1% par an en 1998 à aujourd'hui 2,5%. Et donc 2,5%, c'est moins bien que le livret A à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc clairement, c'est un placement qui n'est pas rentable en fait, qui ne sert à rien. Et en plus de ça, il faut savoir que les gains sont imposés, contrairement au livret. D'accord? Donc les 2,5% que tu vas gagner, non seulement tu vas un peu plus galérer à les retirer que si tu les avais sur ton livret A, mais bon, ça à la limite, mais en plus de ça, ils vont être imposés. Et donc oui, le livret A, il est plafonné, le livret A, le LDDS, etc., c'est plafonné, et au bout d'un moment, il faut faire quelque chose de son argent. Mais quel est l'intérêt d'un placement à 2,5% quand l'inflation est à 4,5%? L'argent que tu as, si tu as rempli tes livrets et que tu as de l'argent supplémentaire, il va falloir le placer au moins au niveau de l'inflation si tu ne veux pas le perdre. Donc voilà, attention aux fonds euros. En théorie, oui, c'est vrai, c'est un placement qui est garanti, mais c'est un placement qui ne sert pas à grand chose en fait, finalement, parce que il continue, il est imposé, donc en plus net, il n'est pas énorme, mais il te fait perdre de l'argent à cause de l'inflation. Troisièmement, c'est une très belle niche fiscale. Donc ça, c'est un argument qu'on entend très souvent sur l'assurance vie, c'est l'argument le plus connu, c'est que c'est un paradis fiscal pour tes placements, d'accord? Donc là, je t'ai pris un graphique de meilleur taux, honnêtement, que j'ai trouvé très bien fait. Donc c'est sur le fonctionnement de la fiscalité sur l'assurance vie. En gros, pour la faire très courte, l'assurance vie, il y a deux types de fiscalité. Il y a les assurances vie qui ont été ouvertes avant, en gros, 2017 et qui ont eu des versements, on va dire, avant 2017, c'est surtout les versements. Et les assurances vie qui ont eu des versements après 2017. Là, je vais uniquement parler de après 2017, hein, d'accord, parce que là, on commence à ne plus du tout être avant 2017 en termes de date. Et ensuite, la deuxième chose à prendre en compte, c'est que en fonction du nombre d'années que dans lequel tu détiens ton assurance vie, tu vas avoir une fiscalité plus ou moins avantageuse, un peu comme le PEA. Avant 5 ans, ça sert à rien, après 5 ans, c'est avantageux. L'assurance vie, c'est pareil. Donc là, encore une fois, je vais partir du principe que tu as une assurance vie pendant 8 ans, d'accord, qui est le top de la fiscalité. Et donc, on va prendre uniquement le top du top de la fiscalité, donc après 8 ans. Okay, donc après 8 ans, pour les gains issus des versements effectués à partir de 2017. D'accord? Donc, c'est ce petit carré-là, en fait, hein, qu'il faut retenir. Dans ce petit carré-là, en gros, comment ça marche? Je vais te montrer. Hop. Version courte, tu vas payer entre 24,70% et 30% d'impôts, de taxes sur tes gains. Okay, donc tes gains, c'est quoi? C'est les plus-values, les intérêts et les dividendes. Okay, par contre, tu vas avoir droit à un abattement annuel. C'est-à-dire que là, tu le lis, tu as un abattement annuel chaque année, donc, enfin oui, chaque année, de 4 600 €, okay, sur lesquels tu ne vas pas payer d'impôts. Donc en gros, si tu as par exemple 10 000 € de gains, sur les 4 000 premiers 600 €, tu ne vas pas payer d'impôts. Tu vas payer uniquement des impôts sur le reste, okay, sur les 5 400 restants. Mais attention, parce que sur ces 4 600 €, et ça c'est quelque chose dont personne ne parle, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais sur ces 4 600 €, tu vas toujours payer des prélèvements sociaux.
ok, sur ces abattements. Et je vais te montrer d'un point de vue graphique pour que ce soit beaucoup plus clair, parce que ce que je dis moi, c'est que le PEA finalement il est beaucoup plus avantageux fiscalement. C'est que en gros, l'assurance vie, ça ressemble à ça. Ça, c'est toute ta plus-value, d'accord? Imaginons là, pour l'exemple, j'ai pris 100 000 euros, ok, pour que ce soit super. Imaginons que tu veuilles retirer tous ces 100 000 euros d'un coup. Ce sera peut-être pas du tout le cas, mais c'est juste pour l'exemple. Si tu retires ces 100 000 euros là, en gros, tu vas payer sur les 100 000 euros, tu vas payer 17,2% de prélèvements sociaux. Donc 17 200 euros de prélèvements sociaux. Ensuite, tu vas payer des impôts. Donc les impôts, c'est ce qu'on disait, c'est 7,5% d'impôts. C'est pour ça qu'en gros, on est à 24,70 en tout, c'est qu'on est à 7,5 plus 17,2. D'accord? Mais ces impôts-là, tu vas pas payer les impôts 7,5 sur 100 000, tu vas payer 7,5 sur 100 000 moins l'abattement. C'est comme ça que c'est calculé. Et donc, je sais pas, ça revient à peu près à, je sais pas, 7000 et quelques euros. Bon, j'ai plus le calcul exact en tête. Mais voilà, et en fait, l'abattement, il sert à ça. Il sert que sur la partie impôt. Il ne sert pas sur la partie prélèvements sociaux. Ok, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et donc, quand tu compares au PEA, bah, le PEA, c'est très simple. Tu as zéro impôt. Il n'y a pas une affaire d'abattement de je sais pas quoi. Tu as zéro impôt. Tu payes que des prélèvements sociaux. Donc en fait, dans le PEA, dans ce cas précis de 100 000 euros de gains où tu retires tout d'un coup, etc., bah, tu as une économie de plus de 7 000 euros à avoir investi sur ton PEA. D'accord? Mais en plus de ça, les performances de l'assurance vie, elles seront fortement affectées par les frais en fait. Le PEA, il faut faire quand même attention à ce que je dis parce qu'il a un plafond de versement de 150 000 euros, d'accord? Donc au-delà, il faudra passer sur un compte titre, etc. Mais dans un premier temps, c'est bien de savoir ça. C'est bien de savoir comment fonctionne la fiscalité de l'assurance vie et qu'à première vue, du moins jusqu'à au moins 150 euros de versement, d'accord, bah, le PEA est beaucoup plus avantageux fiscalement. Ok? Donc moi, ce que je dis, c'est que quand on parle de fiscalité en France, il faut toujours faire très attention aux carottes fiscales. Quand on nous dit, oui, regardez, ce produit vous sert à défiscaliser, ce produit il est avantageux fiscalement, etc., c'est très souvent des carottes. Pas toujours, mais très souvent des carottes fiscales. Je pense par exemple au PER, le plan épargne retraite. Je peux faire une vidéo complète aussi dessus. Tu me dis en commentaire d'ailleurs. Je pense aussi au Pinel, d'accord, pour les amateurs de l'immobilier. Le Pinel, c'est pareil, c'est une énorme carotte fiscale. Donc voilà, il faut faire très attention à tout ça. C'est avantageux fiscalement. Par contre, avec tous les frais que ça engage, il faut vraiment faire le calcul de savoir si ça vaut le coup ou pas. Okay, et c'est moins avantageux fiscalement que le PEA. Le quatrième argument, c'est que c'est bien pour la succession. D'accord? Là, je tiens à préciser tout de suite, je ne suis pas fiscaliste. Ok, je résume simplement le concept. Voilà, si tu es concerné par des sujets de succession, n'hésite pas à te rapprocher d'un notaire ou d'un fiscaliste. Ok, si tu as besoin de contact ou quoi, tu m'envoies un message sur Instagram, il n'y a aucun souci. Moi, je te redirige vers les contacts que j'ai. Faut savoir que en gros, la transmission de l'assurance vie, elle se fait hors succession. Ok, donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que l'argent que tu mets sur une assurance vie, imaginons pour tes enfants, ne sera pas compté dans la succession classique. Ce sera un autre type de succession. Ok, et là, c'est intéressant. C'est objectivement intéressant parce qu'il y a un abattement jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire si les sommes versées sont avant 70 ans. Bon, je mets juste ça. C'est pas super important, mais c'est important. Et puis évidemment, je t'invite à te rapprocher d'un notaire ou d'un fiscaliste. Mais en gros, tu as un abattement de 152 500 euros que tu peux transmettre, d'accord, comme ça, sans payer un centime d'impôt. Au-delà, tu vas payer 20% d'impôt sur tout le reste. Okay, et donc ce qui se passe, c'est que, imaginons avec un exemple concret. Imaginons que j'ai 500 000 euros, que je meurs, d'accord, et que j'ai 2 enfants. On va faire très simple. Si j'ai 2 enfants, bah c'est théoriquement parlant, en fait, j'ai droit à un abattement de 100 000 euros par enfant dans ma succession classique. Ok, donc là, c'est ce qu'on voit, succession classique, 100 000 euros, abattement total. Ça voudrait dire que normalement, mes enfants devraient payer des impôts sur 300 000 euros restants. Mais grâce à l'assurance vie, on a une possibilité hors succession de donner encore plus d'argent sans payer d'impôts. Et l'assurance vie, on peut rajouter jusqu'à 152 500 euros. Donc là, je mets par exemple, vu que j'ai 250 000 euros par enfant, je vais mettre par exemple 150 000 euros dans une assurance vie et 100 000 euros que je fais en succession classique. En succession classique, j'ai le droit à un abattement de 100 000 euros et en assurance vie, j'ai le droit à un abattement de 152 500 euros. Et donc, en fait, je suis capable de donner 250 000 euros par enfant sans payer un centime d'impôt. Et donc ça, c'est très intéressant dans ce cas-là, parce que c'est totalement complémentaire à l'abattement classique qu'on pourrait avoir dans la succession, je veux dire, normale. D'accord? Donc effectivement, en cas de succession, l'assurance vie est très intéressante. Maintenant, moi, j'aimerais juste te poser une question. Est-ce que la succession, c'est un vrai enjeu pour toi? Et pourquoi je te pose cette question? Parce que
tu as peut-être des enfants au moment où tu regardes ça et tu te dis, bah évidemment que moi j'ai envie d'investir aussi pour mes enfants, etc. Peut-être que tu n'en as pas, mais que tu y réfléchis et tout. Mais en fait, pourquoi je pose cette question, elle est plus d'ordre philosophique, entre guillemets, c'est que l'âge moyen de l'héritage en France, il est à 50 ans. D'accord? Si tu regardes à peu près vers là, tu regardes que l'âge moyen des héritiers, en ligne directe, ici, pardon, il est de 50 ans. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en moyenne, hein, d'accord, c'est pas une vérité absolue, mais en moyenne, tes enfants ne profiteront pas de ton patrimoine jusqu'à leurs 50 ans, si tu penses en succession. Donc au moment, en fait, à 50 ans, ils auront déjà construit leur patrimoine, ils auront déjà fait leur vie. Et nous, en tant que parents, ce qu'on veut, c'est leur donner un patrimoine avant. C'est leur donner un patrimoine quand ils ont 20 ans, quand ils ont 30 ans. C'est en fait au moment de commencer la vie active. 18 ans, 20, 25, 30. Et donc, selon moi, il ne faut pas penser succession, il faut penser donation. Il faut penser comment je peux optimiser de mon vivant le fait de donner l'argent à mes enfants. Ok? Si ça t'intéresse, je t'ai mis en description, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. D'accord? En gros, je t'explique les 3 étapes pour donner plus de 150 000 € à ton enfant sans payer 1 centime d'impôt et avec seulement 200 € par mois. C'est une méthode qui est totalement légale, hein, je te rassure, c'est validé d'ailleurs, toute la vidéo et le cours est validé par un notaire, d'accord, qui est mon notaire, mais c'est juste pour te montrer que, en fait, en termes de donation, tu as vraiment la possibilité d'aller faire des choses très intéressantes à ce niveau-là. Donc voilà, n'hésite pas en tout cas à aller voir cette vidéo et j'espère en tout cas qu'elle vraiment pourra t'aider si tu es dans ce sujet-là. Maintenant qu'on a parlé des arguments, je vais récapituler un petit peu les arguments. 1. L'assurance vie te permet de diversifier, oui, mais tu peux diversifier ailleurs et à moindre frais, donc ça vaut pas le coup pour ça. 2. Les fonds euros sont des placements garantis, oui mais ils sont pas rentables, ça sert à rien. Le livret A est plus rentable, le LDDS est plus rentable, il est plus liquide, il est pas imposé. Donc ça ne sert à rien et c'est affecté par l'inflation. Troisièmement, c'est une très belle niche fiscale. Effectivement, c'est une enveloppe qui fiscalement est intéressante. Ce serait faux de dire qu'elle n'est fiscalement pas intéressante. Par contre, avec les frais engendrés, c'est peut-être très souvent moins intéressant qu'une enveloppe qui n'est pas spécialisée dans la fiscalité, comme le CTO par exemple, qui n'a pas vocation, on va dire, à être une niche fiscale. Donc c'est peut-être moins intéressant qu'un CTO et c'est clairement moins intéressant qu'un PEA. Quatrième argument, c'est bien pour la succession. Factuellement, oui, clairement. C'est un très bon outil pour la succession et c'est très très fort pour la succession. Par contre, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la succession est vraiment un enjeu pour toi? Peut-être que ça l'est. Hein. Attention, j'ai pas la réponse, mais peut-être que ça ne l'est pas. Et peut-être que toi, tu veux donner à tes enfants de ton vivant. Et là, auquel cas, c'est peut-être pas non plus l'enveloppe la plus intéressante pour ça. Maintenant, quels sont les inconvénients de l'assurance vie? Les inconvénients de l'assurance vie, en gros, tu en as 2, ça sert à rien de faire une énumération de 40, en gros, tu en as 2. La première, et c'est la plus importante, c'est les frais. Tu as des frais partout sur une assurance vie. Des frais de souscription, bon maintenant ils sont à peu près à 0, mais bon je l'ai mis parce que ça existe encore. Des frais de gestion vont être entre 0,5 et 2% par an, et des frais sur les unités de compte. Tu as pu voir les frais tout à l'heure sur les FCPR, sur chaque unité de compte, tu vas avoir des frais supplémentaires qui vont s'appliquer. Et ces frais-là, tu as vu tout à l'heure, c'était des frais qui étaient parfois extrêmement élevés. Et donc il faut vraiment faire attention à ça. Je te montre juste un exemple, d'accord? C'est un exemple volontairement caricatural qui représente peut-être pas tes investissements personnels, mais c'est juste pour l'exemple. Pour un investissement de 300 € par mois pendant 40 ans, si tu mets seulement 1% de frais supplémentaires, tu perds 468 365 €. 468 365 €. Et je t'invite à faire ce calcul des intérêts composés de ton côté, d'accord? Où tu mets vraiment la différence de performance que tu vas avoir, imaginons, entre 10% par an et 9% par an. Et fais juste cette différence-là et dis-toi que, en fait, si tu essayes d'avoir cette performance-là en assurance vie et qu'elle a des frais d'environ 1% par an, sur tout ce dans quoi tu investis, ça va te faire cet écart. Okay, tu peux faire ça vraiment, cet exercice de ton côté. Deuxièmement, les placements. Les placements, en fait, les plus rentables, c'est clairement les actions cotées. Dans les actions cotées, au niveau des assurances vie, tu vas être très peu servi, d'accord, que ce soit en ETF ou même en actions individuelles. Et donc finalement, au niveau des placements, l'assurance vie, ça va pas forcément être super intéressant. Ok. Maintenant, faut-il ouvrir une assurance vie? Et donc là, c'est l'exercice justement dont je voulais te parler. Juste si c'est quelque chose qui te parle, si tu as envie de prendre en main tes finances, si tu as envie d'optimiser tout ça, n'hésite pas à prendre un appel, d'accord? Tu cliques justement sur le lien qui est en description, tu prends un appel avec nous et nous on voit ça ensemble, ok? On fait vraiment un audit ensemble, on voit ta situation actuelle, ce que tu veux faire, tes objectifs, et en fonction de ça on te dira si on peut t'aider ou pas et qu'on peut t'accompagner ou pas. Ok? Donc je te propose de passer à l'exercice. Faut-il ouvrir une assurance vie? Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est qu'en fait, dans ton parcours d'investisseur, tu vas avoir 3 phases. Ok?
La phase de construction patrimoniale, donc j'ai mis de 0 à 1 million pour l'exemple, ça peut être de 0 à 3 millions, 5 millions, 10 millions, peu importe. Mais en gros, cette phase de construction patrimoniale, c'est la phase où tu vas faire en sorte d'optimiser pour gagner un maximum et le plus rapidement possible, ok, sans prendre des risques inconsidérés bien entendu. Donc cette phase-là, c'est très important d'optimiser deux choses, d'optimiser ta rentabilité et d'optimiser tes frais. Dans un second temps, une fois que tu auras atteint justement ton objectif financier, tu seras dans une phase de distribution. Okay, cette phase de distribution, l'idée, ça va être d'optimiser tes investissements pour faire en sorte de retirer un maximum d'argent. Donc là, ce que tu vas optimiser, c'est toujours les frais, toujours la rentabilité bien évidemment, mais aussi la fiscalité. Parce qu'en fait, cet argent, tu vas le récupérer. Et donc ton but, c'est vraiment d'optimiser un maximum la fiscalité. Et dans un troisième temps, tu es dans la phase de transmission. La phase de transmission, c'est au-delà de 50 ans, 60, 70 ans peut-être, où tu vas justement te poser vraiment la question de comment je vais transmettre ce patrimoine à mes enfants. Donc ça peut être à travers la donation, mais ça peut être aussi à travers la succession, d'accord? Et là, tu as vraiment un enjeu de fiscalité, ok? Pourquoi je te dis justement tout ça par rapport à l'assurance vie, c'est dans quelle phase es-tu? Je te prends un exemple. Si tu as 30 ans, que tu commences à gagner 2500 € par mois, tu as un petit peu d'épargne, en fait, tu auras beaucoup plus d'avantages à investir dans un PEA, un compte titre. Parce que si tu es ici, dans cette phase de construction, tu as besoin d'optimiser tes frais. Tu as besoin d'optimiser ta rentabilité. Tu as besoin d'avoir des placements qui sont rentables, qui sont performants. Et tu as besoin de minimiser justement tous ces frais-là. Donc personnellement, moi, j'ai pas ouvert d'assurance vie, d'accord? Parce que moi, je suis dans cette phase de construction patrimoniale. J'ai pas ouvert d'assurance vie et pour le moment, je ne compte pas en ouvrir. Par contre, si tu es dans une phase de transmission, si tu as déjà un certain âge, que tu as déjà un gros patrimoine et que tu réfléchis vraiment à comment transmettre ce patrimoine-là, ça peut être totalement judicieux et c'est pertinent, ok? Maintenant, tu as peut-être déjà une assurance vie qui est ouverte et tu te poses la question, du coup, je fais quoi de mon assurance vie? Donc, je t'ai mis un petit exercice juste là. C'est, faut-il garder son assurance vie ou pas? Ok? Et là, ça va être très simple. C'est un arbre très très simple. Tu vas te poser la question, déjà, pourquoi est-ce que j'ai ouvert une assurance vie? Est-ce que c'était une raison rationnelle ou est-ce que c'était une raison émotionnelle? Une raison rationnelle, ce serait le fait de se dire, ok, j'ai fait des calculs pragmatiques, je sais que c'est la décision la plus rentable pour mon objectif personnel. Une raison émotionnelle, ça va être le fait de dire que j'ai vu une vidéo YouTube qui m'a dit qu'il fallait absolument que j'ouvre une assurance vie, qu'il y avait un lien, que j'avais 100 € offerts, ou alors j'ai mon ami ou ma maman qui m'a dit qu'il fallait absolument que j'ouvre une assurance vie parce que c'est comme ça que j'allais optimiser. Ça, c'est des raisons émotionnelles. Donc, on va prendre le cas de la raison rationnelle. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'avec tes connaissances actuelles, avec ce que tu as vu dans cette vidéo, avec les recherches que tu as fait de ton côté depuis le temps, est-ce que tu réouvrirais une assurance vie ou pas? D'accord? Si la réponse est oui, dans ce cas-là, il faut garder ton assurance vie. Si la réponse est non, on va revenir à la raison émotionnelle. Est-ce que ton argent serait mieux placé ailleurs en prenant en compte tes objectifs financiers, construction, distribution ou transmission, d'accord? En fonction de ton âge, moi je ne peux pas répondre à ta place, mais je peux te dire que tu vas avoir 3 types d'objectifs. Si la réponse est non, et que ton argent ne serait pas mieux placé ailleurs, dans ce cas-là, il faut garder son assurance vie. Si la réponse est oui, et qu'en fonction de tes objectifs, bien sûr, qui sont personnels, ton argent serait mieux placé ailleurs, dans ce cas-là, il faut virer ton assurance vie. Pour virer ton assurance vie, c'est très simple, t'envoies une lettre et c'est clôturé, en gros. Donc voilà un petit peu pour ça. Au niveau de la conclusion, en gros, en phase de construction ou de distribution, selon moi, bien sûr, il vaut mieux privilégier des solutions comme le PEA ou le compte titre pour maximiser ta rentabilité et réduire tes frais. En phase de transmission, ça se discute totalement. L'assurance vie peut vraiment devenir un outil qui est très intéressant pour optimiser la succession. Encore une fois, si tu as des enfants et que tu souhaites investir pour eux, j'ai vraiment fait une vidéo complète que tu peux retrouver en description. N'hésite pas à aller la voir et où je détaille justement la méthode que j'utilise moi-même pour investir pour mon fils. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis